Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence. Merci à Sophie Malka d'être ici. Merci à Vincent Denis, qui est retenu à Paris pour les raisons que vous pouvez imaginer et qui est avec nous donc par visioconférence. Et puis surtout, merci à toutes les personnes qui sont connectées, qui nous suivent en direct et qui peuvent poser des questions aux intervenants si elles le souhaitent. Alors cette table ronde, ou plutôt cette rencontre entre histoire et cité, qui est d'ailleurs organisée en partenariat avec le Bureau de l'intégration des étrangers ici à Genève, eh bien cette rencontre est consacrée aux papiers, aux documents qui positivement ou négativement déterminent, conditionnent le voyage. Vos papiers, le voyage sous surveillance entre histoire matérielle et politique d'asile, c'est le titre programmatique de notre table ronde. Alors pour en parler, nous avons réuni deux spécialistes qui nous ont fait l'amitié d'accepter notre invitation. Je vous présente d'abord Sophie Malka, qui dirige depuis une dizaine d'années l'association Vivre Ensemble, basée à Genève, et qui est dévolue à l'information et à la documentation sur l'asile en Suisse romande. Parmi ses activités, l'association publie une revue, Vivre Ensemble, qui paraît 5 fois par an. Et l'association, pour son action, a reçu en 2016 le prix des droits humains du journal Le Courrier. Donc bienvenue à Sophie Malka. Merci. Et puis nous avons également donc Vincent Denis, maître de conférence en histoire moderne à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Il est actif depuis une quinzaine d'années dans le vaste champ de l'histoire des polices en France. Il a publié en 2008 un livre remarquable, Une histoire de l'identité, France 1715-1815, paru chez Champvallon. Et puis, avec la complicité d'Ilsen About, il a également publié en 2010 une synthèse vivifiante, Histoire de l'identification des personnes, qui est parue à La Découverte. Je me présente également très rapidement. Donc, mon nom est Marco Cicchini, je suis chercheur en histoire moderne et membre de l'équipe Damoclès qui est rattachée ici à l'Université de Genève. Avant de passer la parole à nos deux invités, je voudrais dire, pour commencer, pour introduire un peu la thématique, quelques mots. Et bon, à l'évidence, le contexte invite à s'interroger sur les documents d'identité au moment où nos habitudes de voyage sont contrecarrées par la crise sanitaire. Des frontières qui, pour nous, Européens, étaient devenues à peu près invisibles et indolores, se sont dressées pour entraver la mobilité à laquelle nous étions accoutumés. Des barrières administratives que l'on pensait réservées aux populations migrantes aux frontières de l'Europe se sont érigées entre des pays, même des pays tout à fait voisins, limitrophes. Dans certains États, face au péril de la contagion, les circulations à l'intérieur même des frontières nationales ont été limitées et conditionnées à la détention d'une attestation, d'un certificat démontrant, par exemple, que l'on habite ici et non ailleurs. Alors tout ceci, malheureusement, nous l'avons encore sous nos yeux. Au-delà de cette actualité immédiate, il y a aussi, je crois, bien d'autres raisons qui doivent nous motiver à interroger l'historicité du voyage sous surveillance. Et notamment, au cours de ces 2 dernières décennies, l'historiographie a bien montré qu'au-delà de l'apparente banalité des passeports, des visas, des documents personnels, eh bien, ces identités administratives sont un objet d'étude en soi qui n'a rien d'une histoire anecdotique. Les identités de papier ou numériques aujourd'hui relient très étroitement l'identification des personnes, les modalités de l'agrégation ou de l'appartenance au groupe communautaire et la construction de l'État. En d'autres termes, les passeports, aussi bien dans leur matérialité que dans leurs usages, sont un puissant révélateur de la manière dont se pense une société. Ils contribuent à forger les identités personnelles et
il souligne aussi, il participe des modes d'appartenance ou d'exclusion. Alors on peut souligner ce paradoxe. Si le voyage est une opportunité d'ouverture sur le monde et de découverte de l'altérité, eh bien, les passeports et les visas qui accompagnent les voyageurs sont, eux, liés à la formation des identités nationales et des procédures d'identification. Alors, pour lancer notre discussion, je voudrais commencer par poser une question à Vincent Denis. Donc, depuis une vingtaine d'années, comme je l'ai évoqué à l'instant, l'histoire des passeports et de l'identification des personnes est portée notamment par toute une série de chercheurs avec beaucoup de succès, et je pense notamment, pour ne citer que quelques noms, à John Torpey, Gérard Noiriel ou Valentin Gröbner. On peut déterminer que cette histoire s'est nourrie de deux champs d'études connexes, l'histoire de l'immigration et de la mobilité des personnes, d'une part, et d'autre part, l'histoire des polices. Alors précisément, ma question pour toi, Vincent, est-ce que tu pourrais nous dire comment toi, en tant que chercheur, dans ta propre pratique, tu envisages cette histoire dont on vient de rappeler quelques petits éléments introductifs. Alors, sur la question de comment faire l'histoire de cet objet qui est le passeport ou la carte d'identité, eh bien, je crois qu'il faut réfléchir en historien sur d'abord les institutions et les individus qui sont chargés donc, de produire ces documents. Donc, il y a toute une chaîne qui va depuis les inventeurs, les décisionnaires qui promeuvent en fait ces documents. Et puis tous les agents qui sont chargés du contrôle. Donc, on a des chaînes administratives qui peuvent être très très longues. Et puis bien sûr, il faut aussi s'intéresser aux usages qui en sont faits par les individus ordinaires, et en particulier dans le cas des passeports, eh bien, des individus qui circulent, hommes, femmes, parfois enfants, et donc là ça peut retourner en quelque sorte donc, les logiques pour comprendre comment les gens peuvent s'attribuer ce document, les traces qu'ils peuvent laisser donc, dans les archives sur lesquelles nous on travaille, historiens, des individus qui sont plus là en général, et des traces qui sont des traces écrites. Ça implique aussi de réfléchir à la matérialité même de ces documents, dont on parlerait, mais qui sont dont l'évolution elle-même produit des travaux tout à fait intéressants et dont la forme a évidemment beaucoup changé donc, à travers l'histoire. Très bien, merci Vincent. Je me tourne maintenant vers Sophie Malka. Alors, on vient d'entendre Vincent Denis sur sa pratique historienne. Et en même temps, ce festival Histoire est cité, mais à l'ordre du jour, donc, la thématique des voyages, et notamment, il a été souligné dans la présentation du programme, l'envie de découvrir un peu ce que signifie le désir de parcourir le monde. Alors comment ces thèmes, désir de parcourir le monde, voyage, résonnent auprès de personnes qui, au quotidien, comme toi, travaillent dans le domaine du droit d'asile, informent et documentent sur les politiques actuelles de ce droit finalement si souvent malmené? Alors merci pour la question. Je préciserai d'abord que je ne représente pas, je n'ai pas la prétention de représenter toutes les personnes qui sont actives dans le domaine de l'asile et des migrations, parce que c'est un monde très diversifié. Mais bon, je vais essayer de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'évoque pour moi cette question du voyage et du désir de parcourir le monde? Je dirais à la fois un sentiment de décalage vis-à-vis de certaines réalités et des privilèges dont beaucoup n'ont plus conscience. Je dirais que nous n'y prêtons plus tellement d'attention à ces papiers, documents d'identité, parce que nous sommes nés du bon côté d'une frontière, que nous avons les bons papiers et la liberté de mouvement qui va avec.
Ce sentiment de décalage, je l'illustrerai par une carte qui a été réalisée par Philippe Rekasevich, qui va d'ailleurs, je vais illustrer plusieurs éléments de mes propos à travers ces cartes qui sont très parlantes. Partir en voyage, pour nous, prendre l'avion pour aller de l'autre côté du monde, ou sur une île grecque, se fait pour nous en un clic, alors que parallèlement, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants sont bloqués sur ces mêmes îles grecques. Elles sont empêchées de rejoindre parfois des membres de leur famille qui sont en Europe ou en Suisse. Elles y sont enfermées parfois depuis des années, empêchées même d'aller sur le continent grec. D'autres meurent, comme on le voit sur la carte, les points noirs sur ces routes de l'exil, parce qu'elles font encourir des risques pour elles-mêmes et pour leurs enfants en tentant de franchir toutes ces frontières. Nous offrons ces voyages en 2 heures d'avion, voire en quelques heures de voiture, et elles les franchissent à pied dans des conditions difficiles. Et nous, si nous pouvons le faire aussi facilement, c'est que nous avons, comme je l'ai dit, le bon passeport. Car c'est de cela dont il s'agit lorsque on évoque la question de la mobilité, une inégalité dans l'accès au monde que nous accorde la couleur de notre passeport. Une appartenance à une nationalité qui déterminera quels sont ces fameux papiers qui sont imposés par chaque État pour autoriser l'entrée sur son territoire. Ce contrôle des frontières, il s'exerce à travers notamment une politique des visas. Et c'est là que le privilège de la nationalité s'inscrit. Comme on le voit sur cette carte, lorsqu'on a un passeport suisse ou de l'Union européenne, notre liberté de mouvement et de voyager est quasi totale. Cette liberté, elle est parfois limitée à l'obtention d'un visa, mais ces visas sont généralement accessibles à nos bourses. À l'inverse, le droit au voyage vers la Suisse sera plus compliqué pour qui vient d'un pays pauvre ou d'un pays qui sévit, où sévit une guerre ou un conflit. On le voit sur cette autre carte. La Suisse partage le monde à travers sa politique des visas et l'instauration d'accords comme Schengen, notamment avec les pays européens. Concrètement, la Suisse n'accorde un visa d'entrée que si elle a la conviction que les personnes ne vont pas chercher à rester durablement en Suisse. Et c'est là que la séparation entre pays riches et pays pauvres, entre pays en guerre et en paix, se manifeste. Ainsi, selon son pays d'origine, et ça, vous trouverez la liste par pays sur le site des autorités suisses, l'octroi d'un visa sera contingenté. Et dans ces conditions préalables, il faut parfois une lettre d'invitation de personnes qui habitent en Suisse, des garanties qui peuvent être importantes, des garanties financières jusqu'à 30 000 francs, ce qui fait qu'il est quasi impossible pour des personnes, des étrangers extra-européens, des pays pauvres, de venir en visite en Suisse, y compris pour des événements comme, je pense, vous avez déjà eu l'occasion, des événements universitaires, des colloques ou des événements sportifs ou culturels, où ces personnes invitées ne reçoivent finalement pas de visa. Ces visas peuvent aussi être utilisés comme des freins à l'entrée, à l'arrivée de personnes en quête de protection. Si on s'intéresse au niveau de l'asile, on se rappelle que lorsque, dans les années 90, la guerre au Kosovo a éclaté, la Suisse, le SEM, le secrétariat d'État aux migrations, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais les autorités suisses ont imposé, dès l'éclatement de la guerre, un visa pour les ressortissants du Kosovo, enfin d'ex-Yougoslavie, et ceci parce qu'en Suisse, on avait pas mal de personnes qui venaient travailler en tant que saisonniers, historiquement depuis les années 60-70, et qui voulaient faire venir leur famille en Suisse. Donc c'était une façon de bloquer leur arrivée, ou de leur dire prenez des moyens détournés, utilisez les passeurs, etc. A contrario, plus récemment, en 2013,
Nous avons eu pendant quelques mois, la Suisse a donné des facilitations de visa pour les Syriens qui avaient de la famille en Suisse, pour leur permettre un accès légal et sûr au territoire. Et voilà, c'est un peu des formes de visa. L'utilisation des visas est une façon de laisser rentrer des personnes qui sont en quête de protection. Il y a encore différentes formes de visas dans le domaine de l'asile, des visas humanitaires qui ont remplacé les demandes d'asile aux ambassades qui existaient, et ça a été supprimé, cette possibilité a été supprimée en 2013, là aussi dans un souci de bloquer les arrivées des personnes au territoire suisse. Il y a enfin, dans le domaine de l'asile et des étrangers, la possibilité du regroupement familial qui permet à des personnes qui sont en Suisse de faire venir les membres de leur famille restés au pays et qui se trouvent aussi en danger. La famille nucléaire, hein, je précise. Je terminerai encore par une remarque qui a rapport avec ce qu'a dit Marco au début de sa présentation. La pandémie, je pense, nous a fait expérimenter à nous, Suisses ou Européens, certaines des restrictions de liberté de mouvement qui sont le lot de milliers de personnes issues de l'asile en Suisse en fonction de leur statut. Je pense à notre liberté de voyager hors de nos frontières, d'aller retrouver nos proches qui sont installés dans un autre pays européen notamment, de franchir simplement la frontière pour aller en France. C'est aujourd'hui l'occasion de rappeler et de questionner cette réalité que vivent sans limitation dans le temps des personnes qui vivent en Suisse de façon durable parce qu'elles y ont obtenu une protection. Et ça, c'est des restrictions qui sont extrêmement fortes et on a pu ressentir ce que ça voulait dire de se sentir enfermé. Et là, le désir d'évasion, et je pense que le terme évasion est bien choisi, on ressent ce manque et on l'a ressenti ces derniers temps. Voilà. Très bien, merci Sophie. On entre bien dans le vif du sujet immédiatement. Ce qui m'interpelle dans ce que tu viens de nous dire, évidemment, ces destinées dramatiques, on les voit, on les connaît, en principe on est censé les connaître parce que les médias nous en parlent, mais dans ton propos, il y a 3 mots qui sont revenus à plusieurs reprises et qui font écho, alors évidemment, à des questions au long cours qu'on retrouve historiquement, alors évidemment pas sous les mêmes formes, mais qui résonnent en fait très fortement avec l'histoire. Ce sont les mots de privilège, de droit et de protection. Peut-être que sur ces 3 mots, au cours de notre discussion, on pourra revenir dans quelques instants. Je repasse la parole à Vincent Denis, justement pour revenir peut-être un petit peu en arrière sur les pratiques d'identification. Dans le livre que vous avez publié avec Ilsen Abbott, vous avez identifié, vous évoquez du moins, des régimes ou des types d'identification qui ont évolué du Moyen-Âge à nos jours. Alors, peut-être pour poser des bases poser des bases à notre discussion, est-ce que tu pourrais nous rappeler quelles sont les évolutions techniques majeures qui caractérisent en fait cette histoire de l'identification des personnes? Vincent Denis. Merci. Je dirais que le passeport, c'est pas uniquement d'ailleurs des évolutions techniques, mais aussi des évolutions juridiques, voilà, sociologiques majeures. C'est par exemple donc le passeport, historiquement, il appartient effectivement au domaine du privilège, parce qu'il a été créé lorsqu'il apparaît comme au Moyen-Âge central, en fait. C'est effectivement un privilège et une protection qui est donnée donc, à certains individus. Et c'est seulement ces documents donc, de voyage, ils deviennent bien plus stigmatisants, disons qu'il y a une sorte d'inversion en fait de leur valeur en partie, au cours donc à partir du XVIe siècle, mais surtout au XVIIe et XVIIIe siècle, où ils se banalisent et où justement donc les documents deviennent beaucoup plus démocratiques, mais permettent aussi d'identifier des populations suspectes, des populations justement dont on veut suivre la trace. Alors si on s'intéresse aux aspects proprement techniques, effectivement, je dirais qu'il y a trois grandes époques, d'une certaine manière, liées à la technologie autour de ces documents portatifs. C'est d'abord donc une technologie du papier qui est absolument fondamentale
et dans laquelle nous on vit encore en partie, avec nos passeports donc, livrets, qui sont des cahiers, et puis qui sont, alors c'est une économie tout à fait importante parce que c'était à la fois les documents portatifs qui pouvaient être éphémères, qui pouvaient être produits en masse, c'est la magie du papier justement, des documents qu'on peut fabriquer rapidement, en très grand nombre, qui sont éphémères aussi, qui ne sont pas faits pour durer, qu'on peut remplacer régulièrement. Et puis des registres, bien sûr, une paperasse et des instruments d'enregistrement qui sont liés évidemment à la production de ces documents. On garde les informations sur les gens à qui on a donné donc, le titre de voyage. Ensuite, vous avez une deuxième grande révolution, je dirais, qui date de la fin du 19e siècle. C'est la révolution anthropométrique, c'est-à-dire qui est inspirée de technologies là, plutôt qui viennent du champ judiciaire, du champ pénal, et qui permet donc de reconnaître l'individu à travers donc, des mesures, des empreintes, justement, qui rompent avec l'expérience. Alors, je crois qu'on a une rupture. Je ne sais pas si vous avez le zoom. Bon, je crois qu'on a perdu Vincent Denis. Donc, en attendant qu'on puisse le retrouver dans quelques instants, peut-être que je reviens vers toi, Sophie. Pour une question, en fait, on pourra reprendre tout à l'heure. Hein, donc, Vincent était en train de nous parler de ces différentes révolutions techniques. Avant de revenir justement sur ces révolutions techniques, est-ce que tu pourrais précisément nous dire en quoi ces outils d'identification qui se sont constitués historiquement ont produit des effets sur les pratiques de contrôle aux frontières liées au droit d'asile, et notamment, je pense, en particulier au règlement de Dublin. Alors, pour le règlement de Dublin, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le règlement de Dublin. En gros, je vais essayer de résumer. C'est un accord qui a été fait entre plusieurs États de l'Union européenne et différents États associés, dont fait partie la Suisse. Ce règlement prévoit, donc le concept général, c'est qu'il y a une frontière extérieure et un seul État responsable de l'examen d'une demande d'asile de ressortissants d'États tiers. Cela implique donc de déterminer un État responsable parmi les pays membres de cet accord de Dublin et d'y transférer la personne qui a fait cette demande pour que l'examen de la demande soit effectué par cet État. Et c'est ce règlement de Dublin qui définit les critères de responsabilité pour dire, bon, voilà, c'est tel État qui va devoir procéder à cet examen de la demande et la procédure à suivre en vue du transfert. Comment est déterminé l'État responsable? Ça, c'est un des premiers problèmes. C'est que le principe général veut que c'est le premier pays d'entrée dans l'espace Dublin, donc dans lequel la personne en quête de protection va fouler le sol, qui est tenu pour responsable. Et dans la majorité des cas, c'est la preuve ou l'indice de preuve d'une entrée irrégulière de ce demandeur d'asile qui va désigner cet État comme responsable. Alors concrètement, en Suisse, lorsque la personne dépose sa demande d'asile, les autorités procèdent à une audition sommaire et elles vont relever, et c'est là où on revient aux indices et à la technique, ils relèvent ces empreintes digitales pour les comparer à la base de données européenne Eurodac. Et lorsqu'il y a correspondance ou qu'il y a des indices d'entrée irrégulière ou de séjour, les autorités peuvent demander à l'État en question de prendre en charge cette personne. Mais après, il y a quelques restrictions. Ils doivent vérifier si l'État en question connaît des défaillances systémiques, c'est un terme précis qui a été établi dans le cadre d'une jurisprudence,
pour la Grèce, qui ne permettait pas aux personnes qui ne donnaient pas accès en fait à une vraie procédure d'asile aux personnes qui étaient renvoyées vers la Grèce dans le cadre de ce transfert Dublin, et qui faisait que ce risque pour ces personnes, c'était d'être renvoyées dans leur pays. Donc nous avons cette question de ce critère-là, le critère de si c'est un mineur non accompagné, c'est important de ce mineur non accompagné, le lieu où il dépose sa demande. L'idée, c'est de faire attention à son intérêt supérieur en tant qu'enfant, et donc c'est l'État qui devient de fait responsable d'examiner sa demande d'asile. Il y a d'autres critères, liens familiaux, etc. Mais de toute façon, malgré cet accord, il est aussi important de préciser que la Suisse peut toujours, ou l'État dans lequel la demande est déposée, peut souverainement décider d'examiner elle-même cette demande d'asile. Et ça, elle ne le fait quasiment pas. Le problème de cette procédure d'asile, en effet, c'est que de cette procédure Dublin, c'est qu'elle n'harmonise pas les procédures d'asile, donc de détermination du besoin de protection de la personne dans l'espace Dublin. Cela signifie que l'issue de la demande, les conditions de vie des personnes les statuts ne sont pas identiques d'un pays à l'autre, et qu'un ressortissant d'un pays afghan ou irakien n'aura pas les mêmes chances d'obtenir une protection si sa demande est examinée en Suède, en Italie ou en France. Et ça, il y a vraiment des différences très importantes, comme on peut le voir sur cette carte. Alors ça, c'est une carte générale qui montre un peu les taux de protection dans les différents États européens. Selon les pays, je ne sais pas si on voit bien sur ce PowerPoint, mais selon les pays, on peut avoir vraiment de grandes différences pour un ressortissant d'un certain pays, d'un pays à l'autre, pour l'Irak notamment. Les conséquences dans le cadre de cet accord, c'est que la personne a le risque d'un renvoi vers le pays d'origine, donc une absence de protection effective pour certaines personnes selon le pays dans lequel elles tombent, l'impossibilité de demander la protection dans un autre pays de Dublin où, à un profil de risque similaire, il aurait reçu une protection, ou bien, et la dernière la conséquence pourrait être pour cette personne de devoir rentrer dans la clandestinité, avec des conséquences pour son insécurité personnelle et une grande précarisation. Et ce qui me semble encore, je vais essayer de ne pas prolonger, mais à aucun moment, je pense que c'est important de dire que dans toute cette procédure, à aucun moment, le demandeur d'asile n'est entendu sur ses motifs de fuite, puisque en tout cas la Suisse ne se considère pas comme État responsable. Très bien, merci. Alors, je crois que la connexion est rétablie avec Vincent Denis. Alors, je me permets juste de rebondir sur ce que tu viens d'évoquer, notamment autour du règlement Dublin, et notamment sur cet outil. Au moment où il a été découvert, utilisé à la fin du 19e siècle, je pense à la dactyloscopie, l'empreinte digitale, qui fait partie de cette deuxième évolution technique que tu évoquais tout à l'heure, Vincent Denis. Eh bien, j'imagine que les concepteurs ou ceux qui ont formalisé en fait l'utilisation des empreintes digitales ne pensaient pas à une exploitation liée à la limitation du droit d'asile au XXe et au XXIe siècle. Mais toujours est-il que c'est un usage qui a dérivé. Alors peut-être que on revient vers toi, Vincent Denis, peut-être on reprend le fil donc de cette évolution technique liée aux procédures d'identification. Tu nous expliquais que la deuxième grande évolution elle était liée à l'anthropométrie, notamment liée au domaine policier et judiciaire. C'est à la fois effectivement la dactyloscopie, c'est-à-dire donc les empreintes digitales, mais aussi d'autres marques qui permettent de repérer de fixer l'identité physique d'un individu, des marques qui ne varient pas tout au long de la vie, et en particulier aussi des marques, des mesures aussi sur des mesures du corps. Donc ça, c'est des éléments qu'on peut découvrir en France par Alphonse Bertillon. Vous avez
digitales donc, sont découvertes à peu près à la même époque, et le mode de classement de ces empreintes, donc fin 19e siècle. Et ça, c'est tout l'ensemble de l'anthropométrie. Ça a profondément modifié l'histoire de ces documents de voyage, en les réorganisant autour donc, de ces données qui permettent donc d'identifier avec certitude des individus. Et je dirais qu'on est passé à une troisième étape donc, depuis la fin du XXe siècle, progressivement, avec l'apparition justement des terminaux et donc l'interrogation des bases à distance, comme l'a dit justement Sophie Malka, mais aussi l'apparition de nouvelles formes cette fois-ci de codage en fait, des données. Cette fois-ci, donc les données sont même plus lisibles directement donc, sur le document, mais stockées donc, sous des puces ou dans des terminaux. Et ça peut être aussi du coup des données beaucoup plus complexes. Et en particulier, ça peut être par exemple l'ADN qu'on peut prélever, donc qu'on pourra être amené à prélever dans le futur pour identifier donc avec encore plus de certitude les individus. Voilà. Alors, dans ces différentes étapes que tu viens de rappeler, Vincent, est-ce que tu dirais, et c'est une idée qui avait été formulée il y a quelques années par l'historien praticien de la socio-histoire, Gérard Noraël, il disait qu'en fait, si on voulait regarder d'une manière globale l'histoire des procédures d'identification, eh bien, on pourrait dire qu'on est passé globalement d'une histoire, ou plutôt d'une pratique d'identification en face à une pratique de l'identification à distance, et cette évolution se situerait quelque part autour du 19e siècle. Est-ce que tu retrouves dans tes travaux cette distinction, ou est-ce qu'au contraire tu vois des évolutions un peu plus fines, peut-être plus subtiles de l'un à l'autre? Parce que tout à l'heure, Sophie Malka, à propos précisément de l'application du règlement Dublin, nous disait que, bien sûr, il y a les empreintes digitales qui sont inscrites dans des bases de données, interrogeables à distance, mais en même temps, il y a aussi l'audition, il y a aussi le face-à-face qui doit faire foi sur le parcours de la personne réfugiée. Alors effectivement, ce qu'on voulait dire par là, ce passage entre le face-à-face et l'identification à distance, c'est qu'en fait, les sociétés donc, se sont transformées, et donc on est bien plus évidemment dans des relations, on n'est plus dans des relations d'interconnaissance. En tout cas, on est les individus depuis plusieurs siècles d'ailleurs, mais de plus en plus évidemment à l'époque contemporaine, sont amenés à se déplacer très loin donc, de leur milieu de vie quotidienne, dans lesquels donc, ils cessent d'être identifiés. Donc, pour ça, il faut des substituts. Et les documents d'identité, justement, qui prennent donc aussi dans nos vies, au-delà même du voyage, une part si importante dans nos actions quotidiennes, que ce soit pour aller à la banque, à la poste, ou pouvoir conduire, ou faire des opérations d'achat, eh bien, ils suppléent, en fait, ils substituent à ces relations d'interconnaissance que nos proches ont avec nous et qui attestent tout le temps, qui supportent notre identité. Donc il faut des documents qui, lorsque nous nous déplaçons loin de nos bases, en quelque sorte, nous permettent cela. Donc effectivement, il y a cette grande transformation. L'autre grande transformation, bien sûr, c'est le poids de l'écrit, évidemment, dans ces formes d'identification, et puis toutes ces des dimensions donc, de plus en plus abstraites sur l'identité que j'ai décrites, en particulier l'apparition justement de la biométrie ces dernières années. Mais d'un autre côté, effectivement, ça ne supprime pas des éléments beaucoup plus archaïques. Et d'abord, par exemple, le face-à-face, tout simplement, parce qu'effectivement, ça ne supprime pas au moment où on passe la frontière, ou même simplement dans une interaction quotidienne, par exemple dans un bureau de poste pour récupérer un colis, où on va regarder, l'agent va comparer le document qui va être en ligne avec vous, et il y a ce moment un peu vertigineux, toujours, où vous pouvez ne pas être reconnu, en fait. Voilà, il y a ce passage-là, on peut le subir aussi, et toujours d'ailleurs
très dérangeant, même si évidemment les individus, les statuts ne subissent pas du tout de la même manière. Les enjeux sont évidemment bien plus importants pour un demandeur d'asile ou un voyageur donc, venu du sud donc, en Europe. Il y a aussi des formes de stabilité qui sont assez étonnantes, tout simplement parce que le stock, on peut dire, d'éléments qui permettent d'identifier les personnes, eh bien, dans l'histoire des civilisations, il reste assez constant. C'est-à-dire qu'on peut retrouver, par exemple, en Mésopotamie ou dans d'autres civilisations plus anciennes, l'usage d'empreintes digitales, par exemple, au Moyen-Âge, pour marquer d'éléments physiques, pour marquer l'appartenance d'un document ou d'une chose donc, à un individu. Mais évidemment, ces usages-là sont marqués, sont évidemment liés à des symboliques, avec des significations qui sont très différentes de l'utilisation actuelle, évidemment, des empreintes digitales, par exemple. Voilà. Mais on peut retrouver donc à diverses époques des signalements, des noms, ces éléments-là restent évidemment. Et puis il y a toujours aussi, même encore aujourd'hui, une part effectivement accordée à l'oralité, accordée au témoignage, à côté de l'écrit, à côté de l'attestation officielle, parce que quand l'attestation officielle fait défaut, et y compris quand on a perdu tout simplement des documents, et c'est quelque chose qui arrive bien évidemment dans des cas de conflit, lorsqu'il y a des accidents, des destructions d'état civil ou la perte de documents de voyage, eh bien l'oralité, le témoignage deviennent essentiels. Mais évidemment, là aussi, il y a aussi cette part d'arbitraire de la part des agents qui sont chargés donc, de faire ce contrôle qui peut être plus ou moins bienveillant. Donc, à côté de l'écrit, l'oralité, bien sûr, le témoignage, donc, a encore une place, même encore aujourd'hui, hein, comme l'a rappelé donc, Sophie Malka il y a un instant. Et peut-être qu'on pourrait prolonger cette question précisément des permanences, hein, parce que tu as bien montré, enfin là tu l'exprimes très très bien, qu'il y a des permanences de pratiques finalement de reconnaissance qui continuent de reposer sur l'interconnaissance précisément, et qui certes peuvent reposer sur des outils extrêmement sophistiqués comme la biométrie que tu as mentionné tout à l'heure, mais malgré tout, il y a des permanences. Et peut-être qu'il y a d'autres permanences qu'on pourrait évoquer, souligner, et je pense notamment aux populations ciblées principalement par les procédures d'identification. Est-ce qu'il n'y a pas, finalement, dans les contrôles à la fois aux frontières ou à l'intérieur des États, des figures qui reviennent sans cesse? Alors bien sûr, il y a toujours des nouveautés, des changements de surface, mais finalement, est-ce qu'on ne retrouve pas toujours trois grandes, peut-être qu'il y en aurait d'autres, mais en tout cas trois grandes figures qui sont ciblées par les procédures d'identification et qui parfois coïncident d'ailleurs dans une même personne, c'est-à-dire l'étranger, le pauvre et l'individu dangereux. Et derrière cette question-là, des populations ciblées, il y a aussi celle du caractère potentiellement stigmatisant de l'identification. Voilà, je te livre comme ça ces questions, Vincent. Alors effectivement, cette histoire de l'identification, elle a partie liée avec l'histoire de la justice, l'histoire de la pénalité, et l'histoire donc une histoire sombre parfois qui est liée justement au pénal, à la répression des populations pauvres ou surtout des individus dangereux, de ceux qui menaçaient donc les sociétés. Mais je dirais qu'il faut ici distinguer ce qui touche donc à l'identification de populations qui veulent circuler, qui sont finalement assez minoritaires, et puis des formes aussi bien plus banales d'identification qui font qu'aujourd'hui, l'enregistrement des populations liées à l'opération d'état civil, par exemple, s'est imposé donc d'abord évidemment en Europe, puis ensuite donc dans les sociétés colonisées, les États qui se sont développés donc sur le modèle donc de l'Europe depuis plusieurs
plusieurs siècles. Et c'est un des enjeux aujourd'hui, par exemple en Afrique, dans les États africains, donc de moderniser, d'informatiser aussi, par exemple, l'état civil, pour permettre donc une fiabilité et une stabilité aussi plus grande de ces opérations. Donc là, il y a quelque chose de très général. Et puis, il y a effectivement ce qui touche à des populations particulières qui ont fait l'objet, donc, effectivement, à certaines époques, d'un surinvestissement donc, de la part donc, des autorités. Alors, et parfois aussi je dirais, des figures même, on peut voir des figures presque fantasmatiques, paradigmatiques, qui sont au centre donc, de transformations considérables donc, de l'identification, à des fins d'ailleurs plutôt répressives et des fins d'encadrement social, mais qui finissent ensuite par entraîner une modification de l'ensemble des formes d'identification plus larges pour d'autres populations. Et ainsi, donc, au XVIIIe siècle, et une partie du XIXe siècle, la figure donc, du vagabond et du voleur, qu'on cherche donc à identifier, à repérer par des instruments, donc, des registres, par des documents que les condamnés doivent porter sur eux une fois qu'ils ont été libérés, les bannis, etc. Eh bien, ils informent en fait sa structure des formes d'identification qui vont toucher d'autres populations et se banaliser dans les usages du passeport, des documents d'identité pour d'autres groupes. Au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, la révolution anthropométrique, elle est fondée sur une figure très importante, celle du récidiviste. Et c'est très intéressant de voir qu'en fait, c'est cette figure du récidiviste, l'obsession, il faut retrouver, donc c'était le but de Bertillon ou de Galton, c'était de repérer en fait des gens qui avaient commis donc des délits et qui étaient donc des criminels nés, ou criminels donc incorrigibles, qu'on pouvait éventuellement déporter, etc., qu'on devait repérer au cas où ils commettraient donc un et ça a transformé l'ensemble des formes d'identification jusqu'aux documents qu'on utilise aujourd'hui, même si ça ne veut pas dire qu'on est nous-mêmes évidemment des récidivistes. Et aujourd'hui, je dirais, les évolutions les plus récentes, depuis la fin du XXe siècle, avec l'introduction en particulier donc, de ces bases de données aujourd'hui, et en particulier le codage, les capacités de calcul, l'ADN aussi, qui commence à apparaître, et surtout l'autre élément biométrique, c'est autour, là, cette fois-ci, d'une figure qui est celle, en fait, du violeur. Aux États-Unis, en particulier, c'est très net. Intellectuellement, c'est ça. Ça ne veut pas dire que les gens sont assimilés comme des violeurs, mais c'est au départ donc, des technologies qui sont conçues pour repérer donc, plutôt ce type donc, de crimes qui ont transformé, certains spécialistes, l'ensemble donc, des technologies donc, de l'identification contemporaine. Et on pourrait dire aussi peut-être que cette question, il est possible que la crise, que les crises migratoires actuelles, les poussées qui se produisent en Europe, conduisent à leur tour aussi à une nouvelle économie donc, de l'identification autour donc, de cette figure donc, du réfugié du Sud, des Suds, liés donc au conflit, peut-être demain aux transformations climatiques, etc. Voilà. Alors, en même temps, je voudrais terminer avec une dernière chose, c'est que cette histoire donc, très sombre qui lie l'identification et la stigmatisation, elle doit être très fortement nuancée. Parce qu'en fait, l'encartement général, c'est-à-dire l'idée que toutes les populations doivent obligatoirement avoir des documents pour circuler, par exemple, c'est quelque chose qui s'est produit très rarement dans l'histoire. Ce sont des occurrences qu'on voit dans des régimes extrêmement autoritaires, comme la Chine, par exemple, ou encore l'Union soviétique, mais dans le cas, par exemple, en France, dans la France de Vichy, ça a été un objectif, mais qui n'a jamais été réalisé. En revanche, ce qu'on peut voir, c'est que dans le cas français, il y a eu l'État a eu parfois, donc, ça ne correspond pas, si vous voulez, forcément à la volonté, à une volonté donc d'identification de l'État, de surveillance de l'ensemble de cette population. C'est-à-dire que, par exemple, l'État s'est donné en France depuis très longtemps, depuis le XVIIe siècle, de tracer, par exemple,
les transactions foncières et la propriété donc, des terres. Ça, c'est quelque chose extrêmement, avec une administration extrêmement importante et une traçabilité tout à fait étonnante. En revanche, l'état civil, qui a été imposé donc, en France, l'état civil moderne, laïcisé, national, etc., progressivement au cours du XVIIIe siècle, et puis de façon définitive avec la Révolution, il n'a jamais été véritablement modernisé, très très lentement, et jamais dans une volonté de contrôler, donc d'enregistrer toutes les populations et toutes les évolutions civiles, en restant très profondément décentralisé. C'est-à-dire que un des leitmotifs, d'ailleurs, au XIXe siècle et même au XXe siècle, c'est la question des erreurs d'état civil et des rectifications qui ne sont pas faites, en fait, en individu né dans un endroit qui se marie dans une autre commune. Eh bien, il faut une correspondance entre les communes. Et cette correspondance, elle est très mal faite. Et elle est restée pendant très longtemps très mal faite. Donc, il n'y a jamais eu la constitution en France, malgré des demandes de certains magistrats, par exemple, un casier central, comme ça existe dans d'autres États en Europe. Vous n'avez pas ce système de casier qui centralise l'information sur un seul individu. Même aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'existe pas, même avec les cartes nationales d'identité, qui reste encore très largement un système départemental, par exemple. Voilà. Et ces cartes, d'ailleurs, ne sont pas obligatoires en France. Vous pouvez prouver votre identité toujours par d'autres documents, ce que les gens ne savent pas forcément. Donc, voilà. Et j'ajouterais enfin que ces documents, même lorsqu'ils ont été déployés donc, au cours de l'époque moderne, à partir de façon massive, à partir de plus en plus massive, à partir du XVIIIe siècle, ils étaient aussi liés à l'obtention de droits. C'est-à-dire qu'ils étaient aussi protecteurs. Les gens savaient très bien qu'ils pouvaient échapper comme ça à des contrôles de police s'ils avaient des documents qui prouvaient qu'ils travaillaient, qu'ils n'allaient pas être traités comme des vagabonds, par exemple, et qu'il valait mieux prouver son identité plutôt que de refuser donc, cette documentation. Au contraire, donc, c'est devenu un enjeu. L'enjeu, c'est d'obtenir une documentation pour avoir des droits. Et c'est quelque chose que dès le XVIIIe siècle, donc, on peut voir, les individus ont bien compris, même les plus vulnérables, même les plus pauvres, même les analphabètes, les illettrés. Il fallait avoir ces documents, pas toujours les bons, mais pour pouvoir donc effectivement être protégés, notamment donc, des contrôles policiers ou accéder donc, à certains droits. Donc il y a donc une ambivalence dans ces documents qui ne sont pas forcément stigmatisants, qui ne sont pas forcément des documents oppresseurs, mais qui sont aussi émancipateurs et protecteurs également. Merci Vincent, tu nous tends la perche ici à Genève pour rebondir justement sur ces droits que finalement les documents peuvent octroyer à ceux qui détiennent certains permis. Et du coup, je reviens vers toi, Sophie Malka, pour revenir sur les procédures d'asile en Suisse et notamment sur les différents statuts qui sont liés au droit d'asile et qui permettent ou non certaines activités, l'accès à certains services, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ces permis ? Alors, les permis de l'asile, il y en a plusieurs. C'est assez compliqué parce qu'ils dépendent d'une loi sur l'asile qui est votée au Parlement et qui définit ces différents statuts. Je ferai un petit aparté pour rappeler que finalement l'asile est une des seules voies légales, comme pour revenir à mon introduction, pour venir dans un pays européen et qui a un droit de déposer une demande d'asile et l'État, lorsqu'il accorde une protection, l'État qui a une interdiction plutôt de procéder au renvoi d'une personne vers un état dans lequel sa vie serait en danger, ou sa dignité humaine serait en danger. C'est le principe du non-refoulement qui est universel et qui limite finalement la souveraineté des États. Dans ce cadre-là, pour déterminer si une personne a besoin ou pas de protection, les États mettent en place une procédure d'asile, de détermination du statut, et c'est de là que découlent justement les lois
nationales qui permettent cette détermination. Et en Suisse, c'est la loi sur l'asile qui a été révisée une vingtaine de fois et qui est l'objet de beaucoup de débats, attaques politiques, etc. Et les différents statuts que je vais vous présenter découlent de ces différents débats et chaque session parlementaire est l'objet de nouvelles attaques contre tel statut, telle autre prérogative ou tel autre droit qui est accordé aux personnes qui sont en Suisse et qui y sont protégées. Alors, pour commencer, donc, lorsqu'une personne arrive en Suisse, elle dépose une demande d'asile, elle reçoit un permis N, un livret N qui dit que voilà, la personne elle a reçu la protection de ce pays et elle est en attente d'une décision. Cette demande, donc la personne a le droit de déposer une demande et elle a un statut, elle séjourne légalement dans le pays durant toute la procédure d'asile. Ça lui permet justement vis-à-vis des autorités d'être en sécurité. Ensuite, il y a deux options. C'est soit on reçoit une réponse positive, soit on reçoit une réponse négative. Et on va commencer par la meilleure réponse possible, c'est le statut de réfugié. Donc c'est le Graal. La personne à qui on reconnaît ce statut, étant donné que, qui découle de la Convention sur les réfugiés de 1951, qui dit que toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, et se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de ce pays. Donc ça, c'est vraiment le réfugié, l'image du réfugié. Après, les choses se compliquent. Il y a deux formes de protection internationale, mais qui sont déguisées sous l'appellation admission provisoire. Ce sont les permis F, qui octroient, on le verra, des droits limités et dont l'appellation est très controversée en raison des freins à l'intégration qu'ils induisent. Pour la plupart, il s'agit de personnes que la Suisse n'a pas le droit de renvoyer en raison de ses obligations internationales ou de ce principe de non-refoulement et à qui elle reconnaît justement ce besoin de protection. Il y a le permis F réfugié, donc ça se complique. C'est des personnes dont la qualité de réfugié est reconnue mais à qui l'asile est refusé par la Suisse pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. C'est le cas lorsque les autorités jugent que la personne n'est devenue réfugiée que en quittant son état d'origine ou en raison de son comportement après le départ, par exemple lorsqu'elle poursuit son engagement politique lorsqu'elle est en exil. Il y a le permis F étranger, donc livret F étranger, qui touche essentiellement les réfugiés de la guerre ou des violences généralisées. La moitié des Syriens de Suisse qui sont en Suisse ou les Afghans, les Somaliens sont des personnes qui obtiennent cette admission provisoire. La Suisse leur reconnaît un besoin de protection internationale, mais pas la qualité de réfugié. Et techniquement, et c'est là que se pose le problème, c'est que les autorités leur rendent une décision négative en disant « vous n'avez pas l'asile ». Nous ne vous croyons pas. À cette décision est assortie une décision de renvoi, mais comme le troisième point, l'exécution de ce renvoi est jugée inexigible, illicite ou impossible, on permet à cette personne de rester provisoirement en Suisse. Alors ça, mais ça reste. Alors c'est là où tout est difficile et compliqué, c'est que pendant très longtemps, les autorités ont présenté cette admission provisoire comme une décision négative, communiqué là-dessus, fait peser le doute sur le fait que cette personne ait vraiment un besoin de protection ou pas, alors que c'est vraiment une personne qui a un besoin de protection. Aujourd'hui, la Suisse le présente comme de plus en plus comme une protection. Ensuite, il y a la décision négative. Alors là, la personne reçoit une sorte de papier blanc, une attestation de délai de départ.
et qui est, la personne est déboutée et dit, voilà, mais ça ne veut pas dire, enfin, vous êtes débouté, donc vous devez quitter la Suisse. Mais elle reçoit quand même un papier qui lui permet d'obtenir un toit et le minimum vital pour survivre, de quoi se nourrir, mais dans des conditions extrêmement difficiles. Je signale quand même que les personnes qui reçoivent une décision de non-entrée en matière Dublin, et ça, je reviens à la procédure Dublin de tout à l'heure, reçoivent également sont aussi qualifiées de déboutées alors qu'elles n'ont jamais été entendues sur leur motif d'asile. Voilà. Alors, c'est les différents statuts. Alors, sur les droits maintenant. Les droits. Alors, les non-droits. On ne va pas les passer en revue parce que j'invite à aller voir notre site internet asile.ch parce qu'il y a énormément, c'est très détaillé. Mais le statut déterminera la durée de validité du permis, les conditions du droit au travail, de l'aide sociale, du regroupement familial, du voyage et même du changement de canton parce que les personnes sont toutes assignées à un canton et elles ne peuvent pas séjourner ailleurs, sauf sur demande. De fait, plus on descend dans les permis tels que dans l'ordre dans lequel je vous les ai donnés, et plus on parlera de limitation plutôt que de droit. Le réfugié est invité à s'intégrer, donc on ouvre un maximum. Il a le droit à peu près au même droit qu'un étranger en Suisse, avec un permis B/C. Il a le droit de voyager, etc. Dernièrement, les autorités, le Parlement fédéral a limité l'accès. Donc, les réfugiés n'ont pas le droit juste de voyager dans leur pays d'origine, ce qui est assez juste, puisque si elles y allaient, cela voudrait dire qu'elles n'ont pas vraiment de problème avec les autorités de leur pays. Comme elles sont là parce qu'elles en ont, c'est logique qu'on leur interdise ce voyage. Et si elles le font et elles se font remarquer, elles perdent leur statut de réfugié. Donc ça, c'est quelque chose d'important à dire. Maintenant, on vient d'introduire, la Suisse, le Parlement vient d'introduire une interdiction de voyager dans les pays qui sont limitrophes pour les réfugiés statutaires, dans les pays limitrophes à leur pays d'origine, ce qui pose quand même pas mal de questions. Donc ça a été fait sous la pression médiatique et des présomption que les personnes y allaient dans les pays d'origine, puis ensuite allaient clandestinement dans leur propre pays, enfin dans les pays voisins, pardon, et ensuite allaient clandestinement dans leur propre pays. Alors que, voilà, c'est une façon d'empêcher les gens aussi de voir les membres de leur famille qui sont eux probablement réfugiés dans les pays limitrophes de leur pays d'origine, parce que on sait que les 80% des personnes qui fuient restent dans les pays voisins de leur pays. Et donc voilà, on a une sorte de diminution des droits. Et comme la question est la mobilité, comme je l'ai dit, une personne qui a un permis F n'a pas le droit de sortir de Suisse. Sauf dérogation exceptionnelle, notamment, mais qu'il obtient très difficilement, mais en cas de décès d'un proche, mais elles n'ont même pas le droit de sortir, de voyager, d'aller voir leurs frères et sœurs qui se sont peut-être réfugiés en France ou en Allemagne et qui, elles, ont obtenu une protection subsidiaire de l'Union européenne, parce que ce sont des réfugiés de la guerre, et c'est le droit de l'Union européenne qui leur donne cette protection qui est positive, celle-ci, contrairement à la décision, au permis F. Et donc voilà, c'est ce côté d'enfermement et de limitation des droits. Il y a énormément de limitations qui sont, et on en rajoute tout le temps. Donc voilà, c'est un petit peu des choses qu'il faut dire par rapport à la mobilité. C'est vrai qu'une personne qui a une admission provisoire pourra difficilement changer de canton pour aller travailler, donc c'est difficile. Enfin voilà, ça devient c'est compliqué. Il y a ces deux devoirs, en tout cas ces limitations qui sont assez fortes. Après, il y a des droits, évidemment, le droit de séjourner qui est là. Mais pour aller dans le détail, je vous recommande ça me prendrait beaucoup trop de temps.
Merci pour ces précisions. Le temps avance et on avait prévu de consacrer un peu de temps aux questions. Alors, il y a parmi les questions qui ont été posées par le public qui nous suit en direct, il y a une question en fait qui recoupe quelque chose que on voulait développer avec Vincent Denis. C'est notamment, alors on revient un petit peu en arrière, hein, Sophie. Tu nous en voudras pas, mais on revient un petit peu en arrière sur la question, enfin sur les problématiques sanitaires et dans quelle mesure en fait les problématiques sanitaires ont pesé dans l'histoire de la mobilité des personnes et du contrôle des voyageurs. Ça c'est un aspect de la question qui a été posé, puis ensuite il y en aura deux autres et je reviendrai vers toi tout à l'heure, Vincent. Donc voilà. Quelle est la part des problématiques sanitaires dans le développement des procédures de contrôle, d'une part, et puis est-ce que tu aurais quelque chose à dire, par exemple, sur les discussions actuelles autour du passeport vaccinal ou du certificat de vaccination, comme on l'appelle pour l'instant en Suisse? Alors, les contrôles sanitaires, effectivement, ils sont structurés à certaines périodes la mobilité des personnes. Pas tellement les questions d'identification, on peut en parler, mais les contrôles, donc les contrôles dans l'espace, en restreignant la mobilité. Alors c'est le cas pendant surtout d'abord pendant la deuxième, ce qu'on appelle la deuxième pandémie donc, de peste, c'est-à-dire en fait les pestes récurrentes donc, qui touchent l'Europe à partir de 1348, mais surtout donc, qui revient régulièrement au XVIe, au XVIIe siècle et jusqu'au début du XVIIIe siècle encore sur le continent européen. Et puis, ce sera ensuite donc, au XIXe siècle avec les éruptions donc, du choléra donc là, on a le système en particulier de quarantaine, d'abord au niveau maritime, qui est la principale mode de transport intercontinental, en particulier en Méditerranée, mais aussi donc, dans l'Atlantique au XIXe siècle. Et puis également des contrôles terrestres, en particulier donc, aux marges donc, de l'Europe, de façon permanente dès le XVIIIe siècle, donc aux marges de l'Empire ottoman et des territoires donc, des Habsbourg, hein, en Europe centrale, à travers les Balkans, avec une frontière qui est à la fois militaire et sanitaire et permanente au XVIIIe siècle. Et puis des périodes aussi, certaines, surtout au XVIe, au XVIIe siècle, et encore parfois au début du XVIIIe siècle, des contrôles terrestres avec des zones de quarantaine parfois terrestres, en particulier donc, la grande peste de Marseille en 1720. C'est une période au cours de laquelle en fait, le quart sud-est du royaume de France, hein, une région qui est très vaste, hein, qui va pratiquement depuis le milieu de la vallée du Rhône, la basse vallée du Rhône, hein, presque jusqu'à Valence, et ensuite jusqu'au Languedoc, Montpellier notamment, et à l'est jusqu'à la frontière italienne actuelle, qui est coupée donc du reste du territoire et de l'Europe, avec des barrières, une garde militaire extrêmement sévère, où on tire d'ailleurs sur les gens à vue, on est autorisé donc à tuer les gens qui traversent cette frontière, etc. Même chose d'ailleurs pour la frontière ottomane. Voilà. Et puis plus tard, une époque plus récente, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, eh bien, ces questions sanitaires cristallisent l'immigration, le contrôle de l'immigration et en particulier la discrimination de certaines populations qui veulent entrer aux États-Unis, depuis le Pacifique, les Chinois aux États-Unis, donc avec des mesures excluantes en fait hein, à leur égard, hein, dont ils sont accusés donc justement de contaminer, d'importer des virus, en particulier comme ceux de la peste. Donc c'est une question, cette question de l'origine étrangère donc des virus, elle est revenue donc, évidemment récemment dans l'actualité américaine, avec cette idée que le Covid-19 c'était un virus chinois, hein, comme disait le président américain précédent.
Et c'est un écho lointain, d'ailleurs, peut-être assez inconscient, assez polémique qu'il y avait il y a une centaine d'années à San Francisco pour exclure donc, les gens qui venaient donc d'Asie. Voilà. Aujourd'hui, alors les débats sur le passeport sanitaire, le passeport vaccinal, en fait, ils ravivent, je dirais, des restrictions à la liberté de voyage qui nous est donnée en fait en Europe occidentale depuis très très longtemps, une liberté intérieure notamment, et donc on voit une atteinte à ça. On a l'impression aussi que se reconstituent des régimes de privilèges à l'intérieur donc de l'Europe, à l'intérieur même d'une population nationale, et c'est autant de retours en arrière. C'est vu comme des choses tout à fait inquiétantes effectivement, alors que comme le disait Sophie Malka tout à l'heure, eh bien justement, ce sont des privations de ces privilèges, des restrictions auxquelles finalement les gens du Sud sont évidemment confrontés quotidiennement, et auxquels nous, évidemment, on a perdu l'habitude de faire face. Donc le scandale, d'où la sensation de scandale que ça fait, même si, il faut le dire, il y a toujours eu des restrictions, même en temps normal, par exemple, à la circulation vers certains pays d'Afrique, par exemple, et même d'Asie du Sud, pour lesquels il fallait être vacciné contre la fièvre jaune, par exemple. C'était une vaccination obligatoire. Mais c'était sur le mode du loisir, un déplacement de voyage touchait beaucoup moins de monde. Là, c'est tout à fait différent. Maintenant, il faut un passeport pour pouvoir donc aller dans un restaurant ou dans une boîte de nuit ou partir en voyage, un passeport vaccinal. Et en plus, en France, dans un contexte de forte défiance des populations, d'une partie des populations contre les vaccins. Ce qui est un cas un peu particulier qui complique les choses. D'où ce sentiment d'injustice, de discrimination, qui ne me paraît pas justifié, personnellement, comme citoyen, mais en tout cas qui est ressenti par certains groupes. Alors justement, au-delà de la question du vaccin qu'on ne va pas aborder ici, mais quelles sont les résistances qu'ont pu susciter l'introduction des passeports? Alors tu l'as bien dit, hein, dans tous les pays, par exemple, la détention d'une carte d'identité n'est pas obligatoire au quotidien. Dans certains pays, c'est le cas. Mais est-ce que historiquement, on retrouve des formes de résistance en fait à la possession ou à cette obligation de devoir posséder certains types de papier, d'identification? Pas réellement, non, en fait. Les documents, toujours donner, la possession des documents, elle couvrait des droits. Et donc, en fait, on a plutôt des formes de contournement ou de manipulation, quitte à vivre, par exemple, une fausse identité. On a, par exemple, en France du début du XIXe siècle, la France de l'Empire, où effectivement l'enregistrement il est lié à l'envoi. Il y a des vraies résistances à l'état civil, etc. Parce qu'effectivement, être enregistré, c'est courir le risque pour les jeunes gens, mais évidemment, d'être enrôlé dans les armées napoléoniennes et aller se battre donc, sur partout en Europe. Et ça c'est un phénomène massif de refus dans certaines régions. Mais c'est un cas tout à fait particulier et qui n'est pas lié à la possession en fait, du document. En fait, je ne trouve pas vraiment ces questions-là. C'est pas vraiment en fait ce qu'on voit, moi, historiquement. Voilà. Très bien, merci. Sophie? Oui. Du côté des problématiques soulevées par la pandémie, est-ce qu'il y a un enjeu aujourd'hui autour de la question justement non, très précisément sur la question du droit d'asile? Est-ce que les questions sanitaires sont abordées, sont une thématique, ont une incidence sur les pratiques d'asile ou pas?
Alors, il y a eu des incidences, et puis je pense qu'il faut évidemment tenir compte du fait de la surprise au printemps 2020 qui a pris de court tout le monde, qui a fait qu'on ait complètement fermé les frontières. Donc on vivait justement dans un espace Schengen sans frontières intérieures, et du coup les personnes ont eu de la peine à franchir les frontières. Donc ça, c'est un aspect, c'est l'accès au territoire, l'accès à, par exemple, la Suisse qui est au milieu de l'Europe pour pouvoir venir déposer une demande d'asile. Et là, le HCR a vraiment insisté sur le droit de laisser, enfin, l'obligation des États de laisser leurs frontières ouvertes pour les personnes qui voulaient déposer une demande d'asile. Il y a eu des blocages au niveau des regroupements familiaux, hein, des personnes qui étaient justement, comme je parlais, bloquées en Grèce, qui avaient fait toutes les démarches pour pouvoir rejoindre leur famille. Ils étaient bloqués dans ces camps surpeuplés qui ont finalement brûlé dans des conditions indignes, et puis qui ne pouvaient pas venir rejoindre leur père, leur époux, etc. Je dirais qu'aussi, comme on peut le voir sur cette image, il y a eu une activité, en tout cas en Suisse, où alors que tout était bloqué au niveau des tribunaux, au niveau tout le monde était incité à rester chez lui. La Suisse a continué à ce moment-là à mener des procédures, à faire des transferts Dublin d'un État à l'autre, alors qu'on demandait à ne plus trop bouger malgré les risques sanitaires. Hein. On voit sur cette carte que la Suisse, finalement, est le seul pays qui n'a pas suspendu les transferts Dublin de façon temporaire. Et puis ben voilà, après la poursuite des procédures d'asile, hein, avec tout ce que ça implique, avec l'issue de la demande, alors que les juristes, les représentants juridiques étaient eux-mêmes en télétravail, avaient de la peine à avoir accès aux personnes qui ne parlent pas français, qui ont besoin d'un traducteur, ou qui ont besoin d'une attestation médicale pour attester des violences qu'elles ont vécues. Les médecins avaient autre chose à faire pendant cette période que de faire des certificats médicaux. Voilà, tout ça, on a vu en fait les autorités suisses de l'asile extrêmement sur une ligne à dire on continue. Se pose évidemment aussi la question des conditions de vie. Les gens sont dans des centres collectifs, hein, de 1000 personnes parfois. Au niveau de l'accès aux mesures barrières, protection sanitaire, etc., c'est très compliqué. Beaucoup de peur aussi, parce qu'il y avait à l'époque peu d'informations. On a malheureusement une situation où les gens ne sont pas forcément considérés toujours comme des êtres humains. Beaucoup de situations de violence aussi dans ces grands centres d'asile. Il y a des choses où, évidemment, les autorités ont fait de leur mieux, hein, avec aussi, donc je ne vais pas faire un tableau trop noir, mais voilà, c'est un petit peu les choses qui se sont passées. Aujourd'hui, pour revenir au passeport vaccinal que tu évoquais, je pense que la question de l'accès au vaccin, en fait, est plutôt déterminant pour les personnes qui sont dans le domaine de l'asile. Sur le canton de Genève, normalement, toutes les personnes qui ont une assurance maladie, et je pense que c'est le cas pour toute la Suisse, ont accès aussi au vaccin. On se rend bien compte que là, les papiers ou les statuts n'ont pas d'importance sur la lutte contre la pandémie. Et ça, je pense que c'est une bonne chose. Et y compris pour les personnes qui n'ont pas de statut légal, donc les personnes sans papier ici. Très bien, merci. Je vous remercie tous les deux pour d'avoir d'abord voulu bien jouer le jeu de la discussion à distance, double distance, hein, par visioconférence, et puis entre l'histoire et l'actualité du droit d'asile en Suisse. On a toute une série de questions. On ne va pas pouvoir toutes les prendre. Je vais commencer par une première question qui est posée par le public à Sophie Malka. Est-ce que tu sais depuis quand date le regroupement familial en Suisse ? Pas du tout. Ou alors est-ce que tu nous dis en deux mots comment ça fonctionne ? Alors, le regroupement familial, c'est
pour les personnes, pour la famille nucléaire d'abord, c'est vraiment pour le noyau familial. Donc c'est une personne qui a un statut ici. Alors pour les réfugiés, ils peuvent tout de suite, si leur femme ou leurs enfants sont, je dis bien mineurs, hein, parce qu'il y a des gens qui ont par exemple, un enfant qui a plus que 18 ans ne pourra pas venir rejoindre son père ou sa mère en Suisse, même si la personne le regroupement familial ne fonctionne pas dans ce cas-là. Pour les personnes qui ont une admission provisoire, donc le fameux permis F, ces personnes doivent... il y a des conditions. D'abord, elles ne peuvent pas demander de regroupement familial avant 3 ans de séjour en Suisse avec ce permis. Et il faut que la personne qui est réfugiée ou qui a la protection en Suisse soit indépendante financièrement et fasse la preuve d'une intégration poussée. Voilà. Et pour les demandeurs d'asile, il n'y a pas de possibilité de déposer une demande de regroupement familial. Voilà. Et puis, c'est juste, il y a la démarche de regroupement familial. La personne qui est souvent les gens dans l'exil, soit sont séparés, soit il y en a un qui part en disant je vais te faire venir de façon sécurisée. C'est un petit peu le principe du regroupement familial. Et une question de précision de la part de Kate. Quand on dit que la Suisse n'a pas suspendu les transferts Dublin, on parle bien des renvois, point d'interrogation. Oui. Voilà. Donc, je crois que c'est clair et net. Voilà. Très bien, merci. Une autre question posée notamment par Thierry pour Vincent Denis. Question piège, je ne sais pas. Comment s'y prenait-on jadis, au XIXe siècle, par exemple, pour distinguer entre frères et sœurs jumeaux? Alors, c'est une question de détail, mais qui peut s'ouvrir sur une deuxième question plus large. Est-ce que les confusions, usurpations d'identité étaient fréquentes? Alors là, je sens qu'on te tend une perche sur quelques histoires que tu vas bien pouvoir nous raconter. On va essayer d'aller vite. Alors, sur les jumeaux, je n'ai pas de lumière particulière, mais donc effectivement, là, pour le coup, la question de l'interconnaissance était fondamentale, et c'est vrai qu'il pouvait y avoir des substitutions d'identité assez facilement, je pense. Au-delà, donc effectivement, avant la révolution psychométrique, notamment tout ce qui est empreinte digitale, il y a effectivement des substitutions d'identité, des manipulations. Donc effectivement, ça pouvait aller, alors même s'il y a effectivement un état civil qui existe, mais on s'appuyait avant l'état civil pour distinguer. Alors il y a sur des témoignages. Alors on a une histoire très célèbre qui est celle de Martin au milieu du XVIe siècle, donc avec cet homme qui s'était fait passer pour un disparu et qui était revenu à sa place dans son village et qui avait pris sa place, qui avait même épousé qui s'était installé avec sa femme et qui avait pris ses terres. Et contesté, on a là tout un procès très complexe, 2 procès en fait, qui ont été passés, qui ont eu lieu, c'était jusqu'au Parlement de Toulouse, et avec un village partagé entre ceux qui reconnaissaient Martin Guerre et qui justifiaient que c'était bien lui, et puis d'autres qui disaient que c'était un imposteur, en se fondant sur les souvenirs, sur ce s'il avait pu dire, sur ce qu'il pouvait savoir. Et il y a eu quelques éléments physiques, notamment il y avait eu une peste autour d'une paire de chaussures, mais ça n'avait pas été très concluant pour savoir si c'était bien les siennes ou pas. Et finalement, il a été démasqué, il allait être gracié, ce personnage, il allait être innocenté plutôt, lorsque est réapparu brutalement le véritable Martin Guerre. Donc là, il n'y avait plus de possibilité d'imposture, et effectivement, il a été confondu immédiatement. Mais c'était parfois extrêmement difficile. Voilà, donc par la suite, on a des falsifications plus complexes, par exemple en utilisant des faux documents, mais des déguisements, par exemple, qui permettent de se faire passer en changeant de statut. Hein. C'est quand même des époques où l'habit fait le moine, justement. On estime que
le costume, c'est une dimension fondamentale de l'apparence, et ça joue un rôle très important pour les imposteurs, plus ou moins habiles, qui se font passer sur des escrocs en général, pour des personnages qui ne sont pas. Voilà. Très bien, merci. Une question pour rebondir sur ce que vient d'évoquer Vincent Denis à propos des impostures ou des imposteurs. Est-ce que c'est quelque chose, on peut imaginer que dans le droit d'asile, les réfugiés, évidemment, sur eux convergent beaucoup de suspicions. Est-ce que c'est quelque chose qui est véritablement à l'œuvre? Par exemple, tu as évoqué tout à l'heure les auditions des personnes réfugiées en Suisse qui demandent l'asile. Au moment de ces auditions, comment cette suspicion, voire cette crainte d'une usurpation d'identité se matérialise dans le dialogue, dans la confrontation? Alors, c'est vrai que dans la procédure d'asile, il y a toute la question de l'identification d'identité. Donc, les personnes qui déposent leur demande ont le devoir de déposer, de collaborer à la détermination de leur identité avec les documents. Parfois, ils n'ont pas ces documents. Et donc, tout va se jouer au niveau du face-à-face dont parlait Vincent tout à l'heure, c'est-à-dire le moment de l'audition où on a un auditeur, un fonctionnaire du secrétariat d'État aux migrations, donc, qui est en charge des procédures d'asile, qui va interroger, pour être plus précise, le demandeur d'asile, et le demandeur d'asile va devoir, s'il n'a pas les documents ou s'il y a des doutes sur ce document, il doit pouvoir rendre vraisemblable que c'est bien lui, que c'est cette personne, voilà, que lui, il vient bien de tel pays, parce que les questions dans ces cas-là, des doutes, est-ce que tu viens bien de tel pays ou de tel autre pays, parce que ce ne serait pas pratique qu'on puisse te renvoyer vers le pays où il y a moins de problèmes. Est-ce que tu es mineur? Si tu es mineur, tu as certains droits d'être assisté par une personne de confiance dans toute la procédure. Tu as des droits qui sont supérieurs. J'ai parlé tout à l'heure de Dublin, le dépôt de la demande d'asile. Enfin, voilà, le mineur a des droits, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui s'applique. Et dans ce cas-là, si l'auditeur a des doutes, eh ben, il peut faire divers types de vérifications, dont certains sont très controversés, comme un examen de l'âge osseux, qui en fait n'est pas en soi suffisant selon la loi. Il faut qu'il y ait différents indices entre le récit du jeune, les différents autres documents qu'il peut apporter que la carte d'identité ou le passeport qu'il n'a pas forcément avec lui. Et puis sur la conviction, parce que c'est là que tout se joue dans la décision, la conviction que se fait le fonctionnaire, l'auditeur, est-ce que la personne a dit vrai ou faux. Et c'est peut-être dans cette façon d'interviewer et d'interroger et sur les pratiques en fait de l'autorité, de l'institution, que se posent vraiment beaucoup de questions, parce que la plupart des décisions négatives qui sont données sont rendues pour invraisemblance du récit de la personne. Dans les auditions, l'auditeur va rendre sa décision tout seul. C'est lui seul qui a cet immense pouvoir d'appréciation, une immense marge de manœuvre, et que je dirais un peu d'arbitraire, que de dire, voilà, moi j'ai cru cette personne lorsqu'elle m'a raconté ce récit. Et c'est vrai qu'il y a des études qui ont été faites sur toute cette question de la vraisemblance, qui vraiment est au cœur de l'audition et de la décision d'asile, le récit, le récit des motifs d'asile, c'est l'auditeur qui va donner cette décision, et il est dans une institution où il y a
sorte de culture de la suspicion qui existe, où on va essayer de traquer les erreurs, les contradictions, qui ne pas tenir. Il y a des rapports qui montent sur cette question de la vraisemblance, que des facteurs qui peuvent influer sur la qualité des déclarations du requérant d'asile. Une audition, ça dure des heures. C'est le fait que la personne soit mineure, le fait qu'elle ait subi des traumatismes, qu'elle ait de la peine à exprimer, à se rappeler certains événements, des peurs face à la figure que représente l'État. En tant que l'auditeur, c'est le représentant de l'État. Dans certains pays, ça représente les personnes qui les ont persécutées. Donc c'est le temps qui c'est aussi, autre facteur qui peut jouer à la défaveur du requérant d'asile lorsqu'il est dans cette phase d'audition. C'est que l'audition a lieu 2 ans après la fuite de son pays, et dans ce cas-là, il est, il a peut-être oublié la question précise. Il a eu une première audition où il a donné quelques indications et puis il ne se rappelle plus vraiment de la date. Lors de la deuxième audition, ça va être une contradiction qui va motiver parfois une décision négative. Voilà. Et puis après, il y a toutes les questions de traduction. Mais c'est vrai qu'il y a l'auditeur va être dans l'interrogatoire chargé de vérifier cette véracité et du coup va essayer de piéger d'une certaine façon le requérant d'asile avec une issue qui est parfois vitale, c'est-à-dire le renvoi ou le séjour en Suisse. Bien, merci Sophie pour ce témoignage un peu glaçant sur cet arbitraire de l'audition qui se pratique dans le droit d'asile. Je remercie encore Vincent Denis et Sophie Malka de leur présence et de la discussion que nous avons eue ensemble. Ce dernier mot sur la culture de la suspicion et puis sur la question de l'usurpation d'identité nous montre finalement que malgré ce qu'on pourrait imaginer de prime abord comme étant une histoire très linéaire dans l'histoire de l'identification des personnes, comme une marche en avant vers une technique toujours plus performante, capable d'objectiver l'identité, de la réduire à un code numérique si possible, bien que tout ça se confronte malgré tout encore aujourd'hui à un certain bricolage où l'apparence ou le récit de soi d'abord, et puis finalement le corps aussi, peuvent témoigner d'une réalité que l'identification, aussi poussée soit-elle, n'arrive pas toujours à déterminer avec précision, et peut-être tant mieux, Ça reste encore quelque chose de l'ordre du bricolage. Voilà, donc je vous remercie encore Sophie Malka et Vincent Denis, et puis je remercie aussi le public pour sa présence et ses questions. Merci beaucoup.